nous allons parler de projecteurs LED selon deux axes que sont leur choix et leur financement. Les projecteurs LED sont en train de s'imposer d'un point de vue réglementaire et économique, puisqu'ils représentent à l'heure actuelle quasiment la totalité du marché. Il suffit d'aller se promener un petit peu en bas pour l'observer. On l'observe déjà depuis quelques années. Toutes les salles sont confrontées à devoir remplacer leur parc de projecteurs. Certaines l'ont déjà fait en partie, totalement, d'autres pas du tout. En tout cas, cette situation, elle suscite de nombreuses questions. Nous avons retenu seulement deux questions. Donc la première, le choix. Quels sont les critères qui interviennent dans le choix d'un projecteur LED? De quels moyens disposons-nous lorsqu'on doit effectuer ce choix? Moyens objectifs, si possible. Et deuxième question, le financement. Quels sont les dispositifs qui peuvent exister? Quels sont les interlocuteurs possibles? Nous allons essayer donc d'y voir plus clair sur ces deux points. Donc pour en discuter, nous avons invité plusieurs personnes que je vais me faire un plaisir de vous présenter par thématique. Donc on va d'abord traiter du choix avec Vincent Bouquet. Alors peut-être on peut lever la main comme ça. Voilà. Vincent Bouquet, super. Directeur technique chez Robey Lighting, donc fabricant de d'éclairage, de matériel d'éclairage. Michael Faucon, voilà, régisseur principal lumière et vidéo à la scène nationale de La Roche-sur-Yon qui s'appelle Le Grand Air. Benoît Fabry, directeur technique de la SMAC, scène des musiques actuelles de Nancy, l'autre canal. Et pour le volet financement, nous avons Manon Ouvrard, directrice technique de la scène nationale de La Roche-sur-Yon aussi, donc voilà, deux représentants de la scène nationale. François Jolivet, responsable du service lieu et disquaire au Centre national de la musique, le CNM, qui a été au préalable directeur et programmateur de plusieurs salles. Et Yvan Godard, directeur d'Occitanie en scène, donc agence culturelle régionale de la région Occitanie, et qui est expert des financements et des programmes de coopération européenne. Pour ma part, je m'appelle Nicolas Fandard, je travaille principalement comme directeur technique, mais mon rôle aujourd'hui, ça va se limiter à animer cette discussion et à faire en sorte et à regarder l'horloge pour laisser la place à la table ronde suivante. Voilà. Alors, à l'issue de ces... Donc, on va garder à peu près 1h10 de discussion. On réserve un temps de 15 minutes, 20 si on peut, de questions-réponses à la fin. Mais voilà, on va essayer de pas trop perdre de temps. Nous allons donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet, en commençant par une question à Michael. Donc, dans une scène nationale où on reçoit encore des fiches techniques avec des plans de feu traditionnels, voilà, quasiment à 100% LED, enfin LED, non, halogène. Comment on fait pour choisir des projecteurs LED et à la fois devoir répondre à cette demande? Comment on fait Quels critères? Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif? Quelles sont les principales contraintes? Mais on se pose d'abord une question, enfin, avec ma direction technique entre autres, de savoir si on remplace un projecteur par un projecteur ou un projecteur par plusieurs projecteurs, parce que c'est pas les mêmes appareils qu'on va utiliser dans les deux cas. Et bon, dans la finalité, on fait un petit peu un mix de tout ça. Et après, les questions qu'on se pose, c'est on regarde plusieurs produits qui sont sur le marché. On choisit celui qui nous semble le plus adapté pour chez nous, c'est-à-dire celui pour une découpe par exemple, celui qui va avoir le zoom le plus large. C'est un truc très important que j'ai trouvé que chez Robey d'ailleurs, c'est une ombre juste, bien noire et propre, ce qui n'est pas fréquent. Quand on regarde le projecteur, moi je voulais voir la couleur que j'envoie au projecteur et pas un tas de pizza.
il y avait cette importance-là. Donc des critères esthétiques. Des critères esthétiques, ouais. Il y a sur une découpe les couteaux qu'ils soient le plus droit possible et qu'ils n'aient pas une forme arrondie. Que le projecteur soit ce que j'appelle un couteau suisse, c'est-à-dire qu'il puisse servir et de découpe et de PC, qu'on puisse remplacer plusieurs projecteurs avec un seul en fait. Bon, après ça pose un autre problème parce qu'on a tout le plafond avec un projecteur qui se ressemble tout le temps. Mais, euh, mais le résultat est là quand même, et pouvoir, très, très, très important, avoir une colorimétrie qui se rapproche vraiment de l'halogène, puisqu'on est dans une transition et puisque je reçois des plans en halogène, il faut qu'on reproduise sur le plateau ce qu'on nous a demandé et pas autre chose. Enfin, nous, comme on a un théâtre d'accueil, c'est ce que l'on fait, on ne crée pas la lumière chez nous, on restitue un spectacle tel qu'il a été demandé. Et une fois qu'on a tous ces critères, on fait venir plusieurs fabricants, on compare les projecteurs et on finit par arrêter des choix chez ceux qui ressemblent le plus à ce que l'on veut, quoi, en fait. Très bien. Et comment ça se passe après, concrètement, le plus concrètement possible, avec les spectacles qu'on accueille? Très bien. J'en doute pas. J'en doute pas, mais comment on fait cette transition, cette transposition plutôt Au départ, on est un peu... Enfin, enfin, je ne m'imposais pas assez, en tout cas. Et donc, c'était des négociations assez longues. Et maintenant, comme on a un peu de recul depuis quelques années, je donne même plus le choix de LED, pas LED. C'est imposé d'office et ça se passe très bien. Les gens viennent sereinement, et que ce soit avec un projecteur comme la T11 de chez Rebé que l'on a par exemple, ou que ce soit un Solafram en automatique à la face. L'automatique peut faire peur au départ, et en fait, quand les gens l'utilisent, ils se rendent compte que ça marche comme un projecteur traditionnel avec plein de fonctions en plus, mais... À condition d'avoir un bon accompagnement. J'imagine que c'est la oui, mais moi j'ai condition. par rapport à quand on était qu'en projecteur traditionnel, je sais pas, mon temps pour préparer une fiche technique, c'était peut-être, je sais pas, à peu près une heure et demie par spectacle. Maintenant, avec tout le travail de bureau que j'ai, parce que je refais la couleur au bureau, je refais plein de choses. Enfin, on a vraiment fait un gros travail à la scène nationale. On s'est renfermé 3 jours pour reproduire toutes les couleurs des halogènes, mais maintenant, on appuie une casse sur un écran et la couleur se reproduit toute seule à n'importe quelle intensité. Enfin, c'était un très gros travail en fait pour le faire. Et maintenant, je mets à peu près une demi-journée entre la négociation avec la compagnie pour choisir les changements de projecteur, quel type de projecteur on prend pour remplacer tel sur un PC, une découpe, un par ou autre chose. Toute cette adaptation me prend à peu près 4 heures par spectacle. Et la compagnie m'envoie sa conduite, je refais toute la conversion couleur, ce qui fait que quand ils arrivent chez nous, il n'y a pas ce temps-là de perdu. Donc pour eux, c'est une journée de travail normale, ça ne change absolument rien du tout. C'est transparent, c'est comme si... Oui. Voilà. Très bien. Et alors, on a parlé de colorimétrie. Donc la LED propose en effet, on peut choisir soit du projecteur multisource, c'est-à-dire basé sur 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs qu'on additionne, Oui. soit sur de la LED blanche. Oui, avec des volets, ouais. Alors LED blanche de plusieurs qualités et de plusieurs températures de couleurs aussi. Donc on a aussi un choix parmi les LED blanches. Vous avez choisi uniquement de l'additif, du multisource? On a choisi que du multisource, enfin, sauf les automatiques qu'on a actuellement. C'est de la LED blanche avec des volets de couleurs qui passent devant, mais oui, ce qui est moins bien en fait que de l'additif. Mais pardon. Enfin, c'est des méthodes de travail dans la colorimétrie qui sont complètement différentes en fait. Pour les automatiques, je suis obligé de faire plein de palettes de couleurs. Je ne peux pas vous dire dans ma console, mais j'en ai peut-être 300 ou quelque chose comme ça pour arriver à suivre la graduation de l'halogène qui se réchauffe
Bah oui, on est obligé de passer par là. Alors qu'avec les T11, par exemple, je choisis ma couleur sur la console et après, je me suis fait des macros qui vont de 100 à 0% et j'appuie sur un bouton et ça met la bonne intensité tout de suite et ça réchauffe comme il faut. Parce que les modes tungstène et tout ça qu'il y a dans ces projecteurs sont bien mais correspondent pas à ce que moi je dois faire puisque je mixe encore et de l'halogène et du traditionnel. Donc je dois reproduire la même couleur visuellement pour les deux. Et en suivant le mode tungstène a tendance à rougir plus. Il est peut-être juste scientifiquement et mathématiquement et tout ce qu'on veut, mais à l'œil, ça marche pas en fait. Donc j'ai été obligé de pallier à ça et de trouver d'autres solutions. Ça, on parle d'une source blanche, là? Non, on Non? parle non, on parle de D'accord. RGB, lime, ambre, etc. selon les appareils. Ok. Et du coup, ce choix colorimétrique, vous êtes posé la question quand même de partir sur du blanc, simplement, du blanc, alors soit du blanc calibré à 3000 ou Oui, mais 3002. alors ça marche pas en fait. Si on met une gélatine devant, après, c'est ça? Bah oui. Oui, mais non, ça marche pas. Ça fait pas la couleur Ouais. de l'halogène. Non, ça c'est sûr. Mais du Ouais, coup, est-ce que, mais c'est pas ce qu'on me demande en fait. ouais, C'est ça le c'est de truc. se rapprocher le plus possible Hmm. de ce qui était sur l'halogène. Voilà. Mais comme à partir du moment où on mixe, à partir du moment où on a et des sources à LED et des sources halogènes sur le même spectacle, moi, tous les projecteurs doivent reproduire enfin, tous les projecteurs utilisés en même temps doivent reproduire la même couleur si c'est ce qui est demandé. Et je peux pas avoir des choses différentes où un comédien ou un danseur va passer dedans et il va devenir Bien sûr. différentes teintes, etc. Bien sûr, parce que du coup, là, donc vous avez entamé cette transition de l'halogène vers la LED, Ouais, mais vous utilisez encore de l'halogène, vous mixez les deux. ouais. Du coup, c'est vraiment important que On ça. n'aurait pas le même problème si on était 100% LED en fait. Non, mais non, Hmm. bien sûr. Et ça, c'est un projet, je crois, ça, de passer 100% LED bientôt? C'est un projet, oui, mais on commence à y être, je sais pas, là, aujourd'hui on y est à 80-90% et on attend une livraison de T1 et après, et, et après je pense qu'on sera à 100% LED. Sauf, il y aura peut-être des effets d'halogène ou des sources qu'on ne peut pas remplacer pour diverses raisons, ça arrive aussi. Euh, Pas trop pour c'est les cycliotes surtout parce qu'on reproduit très bien la couleur avec les cycliotes, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on commence à mettre du cycliote pour éclairer une salle, par exemple, ou une source visible sur un plateau, soit la source LED, elle n'est pas jolie en elle-même. Dans ceux qu'on a nous, les Dalis, ils marchent très bien sur un cyclo, leurs couleurs sont très bien. Mais par contre, si on voit la source, franchement, c'est pas beau. Et ce projecteur-là, enfin, je sais pas, il faudra trouver une solution à long terme, mais visible, il ne marche pas, quoi, en fait. Euh, Très bien. Et alors, donc on a déjà parlé du choix, mais je voulais revenir moi sur la, la perte de repères un peu quand on a travaillé depuis pas mal d'années avec de l'halogène, que là on doit passer avec de la LED, qu'on a connu des projecteurs qui n'ont pas bougé pendant 40-50 ans. Là, actuellement, on a quand même tout un tas de propositions très riches et Ouais. très diversifiées. Est-ce que ça a été une difficulté de faire face de se créer de nouveaux repères, de trouver des critères de comparaison, Ça n'a pas été forcément facile. Ben, les critères de comparaison, en ce qui nous concerne, on n'en a pas eu tant que ça, parce qu'en fait, des scènes nationales qui sont passées autant à la lettre que nous, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais je pensais de Mm. comparaison entre projecteurs. Est-ce que par exemple tout ce qui est Al- communiqué par les fabricants, la photométrie, les données photométriques, les données colorimétriques, tout ça, vous avez regardé un petit peu Alors, on a regardé un petit peu tout ça, mais il y a un moment, il faut faire venir les fabricants chez nous et comparer les projecteurs. Et on a fait jusqu'à 3 fabricants sur le plateau en comparant les modèles les uns avec les autres, en fait. Ce qui permet de faire des choix, Bien évidemment. sûr. Bah, ça tombe bien, on en a un, on lui passera la parole. On va d'abord, merci Michael, Mm. on va d'abord passer la parole
À Benoît, Benoît qui est donc directeur technique d'une SMAC. Donc dans une SMAC, on n'a pas tout à fait, j'imagine, les mêmes contraintes, objectifs que dans une scène nationale. Donc qu'est-ce qu'on regarde, sur quels critères on se base, puisque on est peut-être moins obligé que dans une scène nationale à répondre à 100% à une demande, on s'adapte plus facilement de ce que j'en sais. Donc comment on s'y prend? En fait, la LED est déjà présente en tournée de musique depuis pas loin de 10 ans. On voit passer énormément de projecteurs, ce qui nous permet de faire des choix en fonction des productions qu'on a reçues les 2 dernières années. En gros, les gens qui ont de l'argent, on voit à peu près dans quoi ils investissent. On a le temps justement de pouvoir évaluer les projecteurs, leur fonction chez nous, et de faire des choix adaptés à ce qu'on risque de nous demander dans les 5 prochaines années, voire les 10 prochaines années. Et c'est exactement le principe qu'on a émis nous pour pouvoir faire les choix de projecteurs LED. À l'autre canal, on achète des LED depuis 2014, on n'achète rien d'autre. Donc ce qui nous permet d'avoir un investissement étudié sur du long terme, en plusieurs phases, et de pouvoir attendre des évolutions de projecteurs intéressantes pour nous. Donc on regarde beaucoup ce qu'on reçoit, que ce soit en lumière ou en son, et on a aussi un mode de fonctionnement avec des intermittents qui font, à côté du travail chez nous, des tournées nationales essentiellement, et qui nous conseillent, et qui nous disent, voilà, moi j'ai rencontré ça. Et on peut tester des projecteurs presque sans avoir à faire venir des fabricants forcément, pour répondre aux demandes. On a beaucoup moins de problèmes de colorimétrie qu'en théâtre, puisque un RGB white suffit largement pour répondre à 99% des demandes qu'on a. Par contre, on a des demandes en photométrie, notamment en puissance, qui là nous posent problème. En fonction de la clearance de la salle, on a beaucoup de gens qui disent « Ah, votre projecteur, c'est bien, mais il n'est pas assez puissant. » Donc là, c'est là que rentre la négociation et qu'on essaye de faire passer ce qu'on a, nous, choisi et qui, normalement, correspond à 40 à 50% des fiches techniques, des demandes, puisque sur une fiche technique, il y a plusieurs références qui sont indiquées. Et ce qui est plus facile pour nous pour pouvoir fournir des équivalences. La négociation se fait moins. On a encore quelques tournées qui ne tournent qu'en traditionnel. Nous en avions encore, on en a encore actuellement. Dans quelques jours, c'est fini. On démonte tout, on passe en full LED avec les projecteurs que nous avons choisis. Et donc ça va être des négociations que nous aurons avec eux. On va aller plus loin, on va même démonter les gradas. On transforme nos gradins en armoire électrique, comme ça on ne peut plus répondre à la demande. Et nos conditions, c'est un peu comme chez vous. Chez nous, c'est des LED. Si vous voulez autre chose, vous louez le matos et vous le ramenez. C'est pas à nos frais. On a eu le cas une fois, pour l'instant, depuis la rentrée, des gens qui nous disent non, il nous faut ce matos-là. Et on connaissait un tout petit peu l'équipe technique. Ils ont dit non, mais c'est la dernière tournée en traditionnel. On l'a fait, puis après c'est fini. Ok, donc vous avez déjà démarré depuis 2014, ça fait quasiment 10 ans, quoi. Donc la transition LED, là, a été... bon, c'est vrai qu'en SMAC, elle a démarré avant les théâtres, hein, ça c'est sûr. Mais là, du coup, je crois que c'est 100% LED bientôt, y compris le bâtiment. Le matériel est arrivé chez le distributeur. Il nous est livré le 3 décembre. Et on prend la période de coupure pour tout démonter et tout remettre en LED, tous nos projecteurs, y compris éclairage public, on enlève toutes les lampes halogènes. Et donc on a pu faire aussi des choix grâce à depuis 5-6 ans maintenant, l'agence culturelle Grand Est fait un énorme travail sur la passation de la LED. Et on a pu justement faire des comparatifs de fabricants. On est monté jusqu'à 5 projecteurs différents dans chaque élément, découpe, part, pour faire des choix adaptés à nos besoins techniques et budgétairement qui pouvaient passer sur nos plans de financement. Ok, alors justement, quand on fait des comparaisons comme ça et qu'on on tombe sur deux projecteurs présentant des caractéristiques très similaires, comme on en trouve, qu'est-ce qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre? Essentiellement des conditions techniques, parce que chaque projecteur peut être similaire, mais ont des particularités, des avantages et des inconvénients chacun. Il n'y a pas forcément
mais enfin, il y a des projecteurs meilleurs que d'autres, mais il y a aussi des caractéristiques différentes selon les fabricants. Nous, on a, suite aux rencontres et aux tests qu'on a fait, on a évalué le meilleur projecteur le plus adapté sur chaque série pour notre salle. Et après, comme on ne connaissait pas exactement nos budgets de financement quand on a fait cette étude, eh ben, on a fait des marchés avec options. Et on a demandé aux distributeurs de nous faire des propositions avec options, avec tel style de projecteur, tel style de projecteur. Et après, en fait, en fonction du financement, on a pu choisir telle ou telle option pour partir sur le choix qu'on avait arrêté. D'accord. Donc oui, de toute façon, le choix se fait avec un distributeur et non pas avec un fabricant. Mais est-ce qu'on peut avoir quand même une préférence pour un fabricant, pour un autre? Est-ce que vous avez regardé aussi les critères de réparabilité, Alors, durabilité, ça rentre et de fortement en compte. D'auto-maintenance? Ça rentre fortement en compte, c'est les critères sur nos marchés. Justement, la performance de la maintenance. Et il y a des fabricants qui ont été écartés. On va pas les citer. On va pas les citer. Et on est sur des gammes de machines qui maintenant ont pléthore de possibilités. On essaye systématiquement d'avoir des machines qui sont réparables à proximité. J'entends d'un point de vue national, voire proche frontière. Et de la fabrication la plus proche possible, en sachant que les LED sont évidemment fabriqués bien au-delà de nos frontières. Mais il y a des fabricants, effectivement, qui ont été mis de côté, des machines qui ont été mis de côté, parce que, justement, on a des problèmes de SAV actuellement sur des machines qu'on a, et on a dit, on ne reprendra pas ces gammes-là ou ce fabricant-là. Et vous faites un peu de maintenance directement chez vous ou... Alors, directement chez nous, quand on est capable de voir si le fusible a sauté, ou si une soudure est sèche, le reste, on a un prestataire qui nous vend le matériel, donc le distributeur, qui s'engage à s'occuper de la maintenance et avoir le personnel pour. Et qui se trouve être à proximité de la salle, donc c'est assez pratique. On a aussi fait des choix en fonction aussi de comment investissaient les autres salles, parce qu'on discute beaucoup avec les salles proches de Nancy. Et les choix des découpes, on a pris de la T11, parce que techniquement, elle nous allait bien, et parce que le Ballet de Lorraine, qui se situe à moins d'1 kilomètre de chez nous, en prenait également. Donc en fait, on essaye d'avoir des parcs mutualisables. S'il y a un pack quelque part, on peut se rendre service. Bien sûr. Et alors, est-ce que vous êtes posé la question, bon là on déborde un peu sur la partie financement, mais est-ce que vous êtes posé la question du leasing? Parce que je sais que j'ai discuté avec des SMAC où ils se partent sur ce principe. Je crois qu'à la Philharmonie de Paris, c'est le cas aussi. Est-ce que cette question, vous vous l'êtes posée ou pas? Alors complètement, on s'est posé la question même avec d'autres salles. Est-ce qu'on ne partirait pas sur un leasing global de matériel mis en commun? Et c'est des questions qu'on n'arrive pas à résoudre. Nous, elle s'est simplement arrêtée, cette question. Nous sommes un établissement public sous régie d'avance-recette de notre trésorerie municipale, et changer des lignes d'exploitation en ligne, des lignes d'investissement en exploitation est d'une complexité incroyable pour nos comptables et notre CA. Et c'est des décisions qui remettent en cause le fonctionnement de l'autre canal. Donc il faut passer par des décisions qui ne sont pas applicables sur un temps de 6 à 8 mois de décision d'investissement. C'est souvent le problème, en effet, c'est qu'on on passe d'investissement à fonctionnement, et Exactement. que dans un établissement public soumis à la comptabilité publique, ça peut poser... On a posé cette question, on a eu une réponse au bout de 8 mois d'études de faisabilité possibles, et après c'était fini, on avait déjà investi, on avait déjà choisi. En fait, les temporalités de modification des budgets d'un établissement public ne correspondent pas à nos besoins à nous. Donc, du coup, Benoît, cette transition LED, elle est quasiment finie à l'autre canal. Et elle a l'air de s'être plutôt bien passée. C'est ça, c'est quand même 5 ans de travail dernièrement pour arriver au full LED. Ça fait 5 ans qu'on fait des études, fait des budgets, remodifie des budgets, on revoit des plans d'investissement. Ils ont changé chaque année. On a essayé de les faire sur 3 ans. Ça s'est décalé sur 4, puis après sur 2, en fonction des possibilités d'investissement et des soutiens qu'on avait. Mais ça y est, on doit y être bientôt, et on pourra vous raconter les prochaines comment ça s'est passé avec les productions qu'on reçoit. Bon, on verra ça l'année prochaine. Merci Benoît.
On va passer la parole à Vincent Bouquet. Voilà, donc on a eu les points de vue de différents utilisateurs, hein, le point de vue d'une scène nationale et d'une SMAC. Du point de vue d'un fabricant, qu'est-ce que vous nous encouragez à regarder quand on veut s'équiper en projecteur LED? Alors c'est assez complexe parce que les projecteurs LED deviennent eux-mêmes complexes. Ils font de plus en plus de choses et il y a de plus en plus de choix. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de choix, ça va pousser les fabricants à rédiger des fiches techniques pour informer au maximum les utilisateurs de ce qu'on développe. Nous, on rédige les fiches techniques de chacun de nos projecteurs, les rapports photométriques, beaucoup de choses. Et du fait que les projecteurs soient tous très différents d'un fabricant à l'autre, et même au sein même d'une marque, et qu'ils soient très configurables, personnalisables, on peut changer des modes de ventilation, de plein de choses. Les fiches techniques elles-mêmes sont assez complexes à lire et on peut faire dire un peu ce qu'on veut à une fiche technique et on peut mal l'interpréter, du coup ça peut devenir assez complexe. Donc nous, en tant que fabricants, en fait, c'est très simple, on fournit ces données-là à titre indicatif et puis pour donner une idée un peu globale de tout ça. Mais le plus simple, le plus efficace, et nous ce qu'on recommande en tant que fabricant, c'est que soit nous ou avec un distributeur, on vienne sur site faire des essais en conditions. On place les projecteurs là où on doit les placer, c'est-à-dire que pour un projecteur qui va servir à faire de la face ou on va faire du latéral, on va le placer là, on ne va pas le placer à 5 mètres du cyclo pour éclairer en blanc sur un cyclo blanc par exemple. Voilà, de vraiment faire de la mise en situation et pour essayer vraiment de se rendre compte un petit peu des capacités du projecteur. Et puis voilà, par exemple, un projecteur peut être très adapté à une salle en fonction de l'application, de l'utilisation, et peut-être pas du tout à une autre, alors que la fiche technique va rester la même. D'un lieu à l'autre, ça peut être complètement différent. Donc c'est vraiment, nous, on recommande des essais in situ avec le matériel en question sur place. Ce qu'on fait d'ailleurs, nous deux, que ce soit la scène nationale de La Roche-sur-Yon ou la SMAC de l'autre canal, vous avez tous fait des essais et en effet, c'est ce qui semble le plus pertinent. Concernant les données communiquées par les fabricants, moi, les données photométriques ou colorimétriques, moi j'ai l'impression qu'elles se sont quand même beaucoup étoffées dernièrement, et notamment avec la LED, notamment tout ce qui concerne le TM30. C'est beaucoup plus riche les données communiquées, non? Oui, effectivement. On enrichit de plus en plus les rapports photométriques, notamment. C'est les dossiers qui prenaient peut-être 1 ou 2 pages avant par projecteur. Aujourd'hui, je crois que le rapport photométrique de la T11, le choix qu'on fait ici, fait plus de 30 pages. Parce qu'on a de plus en plus de fonctionnalités, et puis surtout, on a de plus en plus la main sur ce qu'on fait, nous, en tant que fabricants. C'est-à-dire que sur des projecteurs, surtout en additif, le choix de la source et la manière dont la source va être programmée, va être travaillée par l'électronique derrière, va influer énormément sur les rapports photométriques. C'est-à-dire que 2 sources LED identiques avec un logiciel différent derrière et un travail ou un traitement différent va produire des résultats complètement différents. Donc c'est important de pouvoir mesurer et communiquer là-dessus sur la manière dont on traite ça, sur la colorimétrie, sur la tenue dans le temps, sur la réponse avec la montée en température du projecteur, sur beaucoup de choses. Les rapports photométriques, c'est devenu vraiment quelque chose de très complet sur le spectre. C'est plus seulement le flux maintenant, ça devient sur le spectre, sur beaucoup de choses. Et on peut déjà se faire quand même une première idée assez globale des capacités d'un projecteur. Oui, je pense que le flux, c'est très dépendant du lieu et de l'ouverture, etc. Donc ça, c'est la chose qui est quand même le mieux à tester sur place. Par contre, voilà, sur toute la partie spectre, la partie colorimétrie du projecteur, on peut déjà catégoriser des projecteurs en fonction de leur TM30, de leur IRC, l'indice de rendu des couleurs. On peut déjà plus ou moins remplir des grandes cases et mettre des projecteurs dans des cases. Et après, ça va se jouer à quelques valeurs près, je pense, en général, maintenant, chez les fabricants. Mais ça permet déjà de faire un premier tri, déjà, dessus, par rapport aux besoins qu'on a. Est-ce qu'on veut du flux? Est-ce qu'on veut... On préfère plutôt un IRC plus élevé, un meilleur rendu des couleurs, etc. Donc, ce choix-là, il peut déjà être fait en fiche technique dans les grandes lignes. Ouais. Oui, d'ailleurs, je pense personnellement, j'invite chaque personne qui veut s'équiper en LED à aller sur les sites des fabricants qui communiquent quand même pas mal de données très intéressantes. Il y a
pas mal de gens quand même, de personnes, de lieux qui s'inquiètent un peu de cette LED, de l'arrivée des projecteurs LED. Comment un fabricant peut rassurer tous les gens qui s'inquiètent un peu peut-être d'un manque de maturité ou d'une trop grande versatilité, parce qu'on voit que les projecteurs sont renouvelés très souvent. Est-ce qu'on peut rassurer les gens sur la durabilité? Je parlais de la maintenance tout à l'heure. Est-ce qu'on peut assurer soi-même une part de maintenance? Est-ce que éventuellement, vous pouvez former un technicien une semaine, je sais pas Bah oui, alors pour rassurer un petit peu là-dessus, comme Benoît le disait très bien, on a déjà des projecteurs à LED qui commencent à rentrer dans des salles depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, en termes de maturité de la LED, il y a des évolutions toujours qui commencent à se stabiliser un petit peu, où on a beaucoup évolué depuis 10 ans. On a gagné surtout en colorimétrie. Sur le contrôle, on peut vraiment maintenant faire de la face avec de la LED, ce qui n'était peut-être pas possible il y a 10 ans, ou plus difficile du moins. Mais on a gagné en maturité là-dessus. Aujourd'hui, maintenant, c'est surtout le flux. On devient de plus en plus efficace, on consomme de moins en moins pour le même flux. Donc, la stabilité là-dessus, voilà, d'un point de vue colorimétrique, en tout cas, on est, je pense, sur la majorité des fabricants, sur une technologie qui est assez mature maintenant. Pour passer à la LED, on peut faire du 100% LED sans trop de soucis. Pour la partie maintenance, maintenant, un petit peu sur tout ça, je pense que c'est une ligne directrice de maintenant de beaucoup de fabricants de faciliter la maintenance. Le passage à la LED, ça simplifie aussi. On n'a plus de changement de lampe, on n'a plus de réalignement de lampe sur des HMI par exemple. Donc on a de moins en moins besoin d'ouvrir le projecteur pour y faire quelque chose, si ce n'est d'y installer un gobo sur mesure s'il y a besoin de le faire. Donc on simplifie de plus en plus la maintenance. On a aussi, nous en tant que fabricants, des programmes de formation qu'on met en place avec des salles lorsque le besoin en est, de venir passer une journée ou deux. Voilà, c'est plus des semaines de formation. Maintenant, on arrive à faire des formations de niveau 1, on va dire, donc qui est nécessaire à entretenir le projecteur, le maintenir en fonctionnement le plus longtemps possible. On peut faire une formation comme ça sur une journée, par exemple. C'est tout à fait possible. Parce que on est de moins en moins pour parler avec les termes un peu de maintenance, on est de moins en moins sur du préventif et de plus en plus sur du curatif. C'est-à-dire qu'on va... Aujourd'hui, les pannes vont être... ça va être de la panne qui va être souvent liée à de l'électronique. On va plus avoir de courroies à changer, d'axes à graisser, etc. Donc c'est vraiment nettoyer les fils du projecteur, nettoyer les optiques pour maximiser un peu la performance du projecteur. Une fois qu'on a passé ce stade-là, aujourd'hui, ce qui reste, et la maintenance, ça va être vraiment s'il y a une panne. Et donc là, en fonction d'eux, ça peut être une formation de niveau 2 qu'on fait avec la salle, ou avec un partenaire, comme par exemple nous on ne vend pas en direct, on va passer uniquement avec des revendeurs. Voilà, ça peut être de la formation de niveau 2 qui est assurée auprès du revendeur, qui va pouvoir lui assurer ce lien de proximité avec la salle. On propose ça nous en tant que fabricant, et je pense que beaucoup de fabricants le font aujourd'hui. Et quand vous choisissez les composants, on va prendre l'exemple d'une découpe, une T11. Bon, c'est vrai que les théâtres étaient habitués à fonctionner avec des projecteurs qui duraient 20, 30, 40 ans. Là, si on veut faire durer ce projecteur, peut-être pas 40 ans, mais plus longtemps, on va dire, on risque quand même d'être confronté à un moment à une panne d'électronique. Est-ce que à la conception, vous avez déjà, intégré le fait qu'on puisse facilement remplacer les PC électroniques sous réserve qu'on puisse encore les trouver? Ça, j'imagine qu'on n'a pas de garantie sur... Alors, nous, on assure des garanties là-dessus. Alors, on prévoit déjà le projecteur pour un accès facile à l'électronique, justement, pour pouvoir les remplacer facilement. Sur la T11, par exemple, c'est 2 vis qui tiennent la carte. Il y a une carte principale qui gère toutes les LED, et la majorité du projecteur. Cette carte-là, elle est tenue que par 2 vis. Ça peut se retirer très facilement. On a poussé ça un peu plus loin, même jusqu'à la source LED, qui elle-même est interchangeable par l'utilisateur très facilement. C'est 4 vis pour enlever un capot et 4 vis pour retirer la source. Donc on prévoit le projecteur comme un ensemble de modules qui peuvent chacun être changés indépendamment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prévoit déjà pour la partie est-ce que ça va être faisable. Et on prévoit ensuite dans le développement de s'assurer auprès de nos fournisseurs des contrats qui nous assurent une disponibilité nous-mêmes de nos matières premières pour pouvoir ensuite nous annoncer des disponibilités de pièces détachées sur 15 ans après l'arrêt de fabrication du projecteur.
Par expérience sur des projecteurs de notre gamme plus anciens, on prévoit aussi parfois des redéveloppements après l'arrêt de fabrication du projecteur pour faire évoluer le projecteur dans le sens où si une pièce n'est plus trouvable, on va pouvoir refaire une nouvelle pièce avec des composants peut-être plus récents qui va pouvoir être interchangeable avec l'ancienne pièce pour pouvoir continuer à utiliser le projecteur. En relançant un processus R&D pour l'adapter. Exactement. Ouais, Parce que généralement, sur les cartes, c'est pas un énorme travail. Il suffit juste de retrouver un autre composant et de l'adapter un petit peu pour qu'il fonctionne comme l'ancien. Donc c'est toujours faisable. Donc on refait un peu d'R&D après coup. Ouais. Bon, bah voilà qui est rassurant. J'espère. Est-ce qu'on a une idée, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais du coup, ça c'est pareil, c'est une question qui revient souvent, de l'empreinte carbone d'un projecteur LED, puisque voilà, la LED est quand même présentée souvent comme quelque chose d'écologique, enfin, en tout cas qui fait des économies d'énergie en tout cas. Maintenant, l'empreinte carbone réelle, moi personnellement je la connais pas. Je pense pas que grand monde la connaisse d'ailleurs dans la salle. Mais du coup voilà, est-ce que ce qui serait intéressant, c'est de comparer, de faire un bilan carbone d'un projecteur LED et d'un projecteur halogène et de les mettre en regard. Vous, je crois que chez Robé, vous faites des bilans carbone. Vous commencez à en faire. On commence à en faire. En fait, on a lancé un processus là depuis maintenant quelques mois où on a en usine maintenant un écologiste d'entreprise. Donc c'est un employé de chez nous qui va adapter tous nos processus de fabrication, qui va regarder un petit peu comment on peut optimiser, que ce soit du packaging, des procédés de fabrication, et aussi qui maintenant met en place ce que s'appelle des EPD chez nous. Donc c'est des documents qui décrivent un petit peu l'empreinte carbone de la conception du projecteur jusqu'à sa fin de vie, prenant en compte l'utilisation de celui-ci. Donc ça, c'est des rapports qui sont normés, donc on édite nous avec les données qu'on a et qui sont vérifiés par une société tierce. Donc il y a une tierce partie qui va valider ces rapports-là. Donc c'est quelque chose qui est certifié et qu'on a commencé à rédiger. On l'a fait sur 2 projecteurs maintenant. On a fait sur le T1 et sur le PNT. Et on va faire la T11 qui va arriver normalement le mois prochain. Et donc ça, c'est disponible en ligne maintenant. Et là, on prend en compte tout le procédé. Donc on assimile des données de nos fournisseurs sur toutes les pièces plastiques, par exemple. On mesure un petit peu, nous, notre bilan carbone sur la partie production et on calcule après une moyenne sur la durée de vie du projecteur. Donc en fonction de la consommation électrique de celui-ci, du transport, en fonction du type de projecteur. Il y a des projecteurs qui sont plus visés à être installés en fixe dans un lieu, d'autres qui vont plus aller sur de la tournée. Donc on essaye de prendre en compte un peu ça aussi en compte sur le transport de ces projecteurs-là, de leur consommation électrique et du nombre d'heures qui sont en moyenne utilisées sur leur durée de vie, et une durée de vie à peu près moyenne, puis le recyclage derrière. Donc maintenant, on publie ces données-là. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis pas très longtemps. Maintenant, la partie un peu plus complexe, c'est de pouvoir comparer ça avec de la source halogène. Et à ma connaissance aujourd'hui, lors du développement des sources halogènes et de leur pic d'activité, on va dire, ces bilans-là n'étaient pas encore... on ne parlait pas de bilan carbone. On n'en parlait pas à ce moment-là. Et donc, il n'y a pas de bilan carbone qui existe aujourd'hui sur ces projecteurs-là, donc c'est assez difficile de comparer. Donc, puis voilà, et nous n'ayant pas de sources halogènes, n'en pas eu dans notre catalogue à cette époque-là, et n'en ayant pas encore moins aujourd'hui, c'est assez difficile d'établir ces rapports-là et d'essayer de comparer. Donc aujourd'hui, il y a un manque de données. On a une partie sur le futur et sur l'actuel, mais pas sur l'ancien. Il nous manque donc un bilan carbone d'un projecteur halogène, si quelqu'un... Si quelqu'un a un peu de temps. Bien, merci Vincent. On va maintenant passer au volet financement. Maintenant qu'on sait très bien choisir nos projecteurs, il va falloir qu'on les finance. On va passer d'abord la parole à Yvan Godard, qui est donc directeur d'Occitanie en Seine, agence culturelle, pour nous expliquer un petit peu l'expérience donc de ce qu'on a appelé le plan LED Occitanie, qui est un projet de financement d'investissement. Je vais laisser Yvan en parler, il le fera mieux que moi. Ouais, c'est une expérience qui a été lancée en 2020 en fait pendant le Covid, parce qu'on va aussi parler crédit plan de relance après. Dans la région Occitanie, il y a eu, comme dans un certain nombre de régions,
certaines collectivités, l'État, qui ont organisé des concertations avec les professionnels à ce moment-là pour imaginer le fameux monde d'après, qu'on attend toujours. Et on a été, nous, en tant qu'agence régionale, chargés d'animer un certain nombre de réunions de concertation. Et dans ces réunions, la genèse, c'est ça, hein, c'est vraiment dans ces réunions, il y a eu à plusieurs reprises des responsables de lieux et des responsables de compagnie qui ont évoqué l'idée de peut-être mettre un petit coup d'accélérateur sur la transition écologique des pratiques de production et des lieux de spectacle vivant. Donc le spectre était assez large, hein, ça touchait à bien d'autres domaines que l'énergie et que la LED à l'intérieur de l'énergie. Et voilà, il y a eu un certain nombre de propositions qui sont montées à ce moment-là. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, dans le contexte à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant le Covid, il y a eu une grosse négociation au niveau européen pour avoir un emprunt qui a été mutualisé par les États au niveau européen pour faire tomber dans les pays membres des crédits pour pouvoir financer tous les investissements et les rallonges qui avaient été faites par les collectivités et l'État. Et dans ce cadre-là, ça s'est traduit dans tous les pays d'Europe par des crédits supplémentaires, dont certains pays ont plus ou moins vu la couleur, mais des crédits supplémentaires qui ont été appelés... alors on a entendu le fameux Green New Deal, je ne sais pas si ça vous... Voilà, ça c'est au niveau européen. Et puis au niveau local, ça s'est traduit par des crédits qui ont été appelés REACT, donc des crédits pour réagir à la pandémie, avec l'idée de pouvoir financer des actions qui visaient la sortie de crise, grosso modo. Donc ça, c'est un peu le contexte. Et on a eu la chance que sur notre région, du coup, la région Occitanie, qui est donc l'autorité qui gère une partie des crédits FEDER, donc de l'Union européenne sur la région, voit l'intérêt en se disant il y a d'un côté besoin d'accompagner le secteur du spectacle dans sa sortie de crise, il y a un enjeu de transition écologique et on a ces crédits dans lesquels l'objectif de transition écologique était affirmé. Donc c'est parti de là, un peu comme des fois ça arrive, quoi, il faut qu'il y ait les bonnes personnes au bon moment qui disent Banco, ça peut être intéressant. Avec un enjeu en fait pour la région, puisqu'il faut se mettre à leur place à ce moment-là, c'est qu'ils avaient 2 ans pour consommer ces crédits-là. On parle de crédits européens, donc consommer des crédits européens en 2 ans, sachant qu'il faut 18 mois pour les engager, c'est pas une mince affaire. Et donc la condition, et ce qui fait que le dispositif a été monté un peu spécifiquement sur la région, c'était de trouver une manière de ne pas avoir 50 lieux de diffusion de la région qui déposent des dossiers de demande de subvention, mais de trouver une manière de monter une opération unique. C'est là que nous, on est rentré dans la boucle sur le portage de l'opération, parce qu'on est, contrairement à d'autres agences dans d'autres régions qui ont des parcs de matériel, qui travaillent sur les questions techniques, nous, on n'est pas du tout impliqués là-dessus. Mais on est arrivé dans la boucle à ce moment-là, puisqu'il fallait trouver un opérateur qui pouvait coordonner la démarche, qui, grosso modo, pour faire très schématique, c'est l'idée de faire un seul plan d'investissement mutualisé entre salles. Donc il y a eu un seul marché public pour 72 sites d'installation. Et de permettre, grosso modo, de garantir à la région que ils avaient un dossier, alors c'est un peu plus compliqué que ça au final, mais qu'ils avaient un dossier, un interlocuteur unique, et du coup pas une multiplicité de dossiers à engager, à suivre, puisque sur les crédits européens, on est sur du paiement sur facture, sur dépenses qui sont réalisées, donc vous imaginez bien, voilà, s'il y avait 70 lieux qui avaient bénéficié chacun, le temps de gestion juste pour faire ce travail administratif n'aurait pas permis de répondre dans les délais. Et puis il y avait une bonne nouvelle quand même dans le cadre des crédits REACT, c'est que, puisque des fois il se passe des trucs intéressants au niveau européen, là ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu un déplafonnement des pourcentages maximum d'intervention publique. Alors c'est un peu technique, mais il y a un certain nombre de réglementations qui font que les taux maximum d'aide publique sont plafonnés. Grosso modo, on ne va pas faire trop compliqué, mais sur le secteur culturel, c'est souvent 80% de plafond. Et ce qui fait que sur un dossier, quand il y a des fonds européens, c'est maximum 80% d'aide publique, toute aide publique confondue. Et ce qui fait que les fonds européens se situent généralement entre 40 et 60%. Et là, dans le cadre de REACT, il y avait le 100% possible. Donc 100% de financement public et 100% de financement européen. Et le choix qui a été fait sur l'opération en région, du coup, c'est de positionner 95% de FEDER
donc 95% de financement sur les matériels. Et puis quand on le regarde un tout petit peu plus large, du coup, ça fait en réalité avec les autres dépenses qui ne sont pas éligibles, ça fait un cofinancement qui est à 93%, ce qui fait qu'il y a un reste à charge pour les structures qui ont bénéficié de ça de 7%. Donc c'était assez attractif. Sur le montage, du coup, peut-être, il y a une première phase de courant 2020 jusqu'à fin 2020 où il a fallu un peu comme ça réactiver certaines listes de mails, faire circuler auprès des responsables techniques des équipements pour commencer à faire un petit état des lieux de, grosso modo, quels seraient leurs besoins s'il y avait une opération qui se montait comme ça. On n'avait pas de données consolidées à l'échelle de la région. Essayer de commencer à identifier l'impact en termes d'énergie, puisque il n'y a pas de crédit européen sans répondre à une priorité de l'Union européenne. Et là, la réponse et la ligne sur laquelle on est, c'est une ligne qui vise la rénovation thermique et énergétique des bâtiments publics. Donc il n'est pas du tout question de spectacle, il est question juste de réduction des impacts énergétiques et de la consommation énergétique des bâtiments publics. Et on a fait une évaluation, alors sur la base notamment des travaux qui avaient été faits au moment de l'équipement du domaine d'eau à Montpellier en 100% LED, où il y a un certain nombre d'éléments, puis sur la base des travaux faits par nos collègues de l'agence Grand Est. On a fait des évaluations qui sont, à mon avis, scientifiquement pas tout à fait solides, mais qui ont permis de faire des projections à la fois d'économie d'énergie et du coup, à cette époque-là, on n'était pas encore dans la phase d'augmentation des coûts de l'énergie qu'on a connue maintenant, mais de projection d'économie financière pour les lieux. Et c'est comme ça que la chose s'est montée. Il y a une grosse condition dans ce dispositif-là un problème qu'il a fallu résoudre, c'est que les fonds européens, donc je l'ai dit, il faut avancer l'argent, puis on est payé une fois on est remboursé par l'Union européenne, en fait, une fois qu'on a payé, plusieurs mois après. Et évidemment, même si on est une structure un peu solide, on n'a pas 5 millions d'euros, puisque c'est le montant qui a été mobilisé. On n'avait pas 5 millions d'euros de trésorerie à pouvoir investir en quelques mois. Et donc là, il y a eu un autre montage qui s'est fait, cette fois-ci avec une autre direction de la région. Donc le montage FEDER s'est fait avec la direction Europe, et il y a eu un montage en parallèle où ils ont accepté de nous faire une avance de trésorerie pendant quelques mois pour qu'on puisse couvrir le plan d'investissement. Donc c'est la région qui nous avance de l'argent pour ensuite nous le rendre sous forme de subvention européenne et qu'on leur rende à nouveau l'avance de trésorerie. Voilà. Ça s'est monté de cette manière-là. Ce qui est spécifique du coup à la période Covid, c'est le taux maximum, puisque ça, c'est des mesures qu'on ne peut plus mobiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, les mesures FEDER qui existent, j'ai regardé quelques régions, il y a la transition écologique, elle est dans plein de programmes FEDER dans les différentes régions. C'est des taux de cofinancement qui sont entre 40 et 60%, donc on n'est pas aux 93% qu'on a pu mobiliser. Alors après, parce qu'on en parle un petit peu en préparant, c'est 93%, mais on n'a pas couvert pour un équipement, vous voyez, 5 millions de FEDER, 72 sites d'installation, si vous faites un petit ratio, vous voyez qu'on n'a pas non plus fait des plans d'investissement complets avec un renouvellement de 100% du parc. Donc du coup, c'est 93% d'une partie d'un plan d'investissement, en fait. Et peut-être dans le montage, donc c'est un marché public unique. Donc on était vous voyez le montant, donc on est sur un marché publié journal officiel de l'Union européenne. Donc on craignait un peu, nous, de voir comment gérer d'éventuelles candidatures de prestataires distributeurs d'autres pays européens. Au final, on n'a pas eu ce problème-là. Et on a fait le choix de faire 3 lots pour pouvoir couvrir, puisque le territoire est assez grand, pour pouvoir couvrir la région avec des prestataires potentiellement différents. Donc il y a 3 prestataires qui ont été sélectionnés. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Il a fallu des compétences, des connaissances en financement, mais il a fallu aussi un petit peu de bonne volonté, on dirait. Ouais, un peu d'huile de coude. On a fait appel à 2 personnes, et puis il y en a une qui est là au premier rang dans la région, à 2 directrices techniques de la région pour nous épauler dans ce travail-là, puisque vous imaginez bien, faire l'inventaire,
gérer toute la partie commande, réception. Enfin, ça fait des quantités qui sont un peu importantes. Donc, il y a deux directeurs techniques qui ont rejoint l'équipe ponctuellement pour faire ce travail-là. Et puis, comme on était quand même dans une contrainte de temps, effectivement, il a fallu que tout le monde y mette un peu du sien. Je sais que les prestataires ont pas mal mis la pression aux fabricants pour arriver à livrer dans les délais. On était sur un marché avec un délai de livraison à 4 mois. Sur des quantités qui sont quand même qui étaient quand même importantes. Donc tout le monde a joué le jeu et au final on a eu un peu peur à un moment, puis au final on a réussi à boucler là les dernières livraisons. Et alors, certainement la question qui intéresse pas mal de monde, parce que là donc on a bien entendu que 72 structures avaient bénéficié d'investissements de projecteurs LED en payant simplement 7% du prix. Est-ce que, alors j'ai deux questions. Est-ce que cette expérience serait reproductible apparemment peut-être pas avec autant pardon, pas le même ratio, voilà, pardon. Et autre question, qui est propriétaire du matériel ? Ah oui, le petit détail. Je vais commencer par la fin du coup. Donc c'est Occitanie Enseigne qui a acheté le matériel. Le montage, pareil, il a fallu faire un peu preuve d'astuce. Le montage, c'est qu'on est propriétaire du matériel pendant toute la durée d'immobilisation de ce matériel-là, puisque du coup, vis-à-vis du FEDER, on ne peut pas ni revendre ni céder le matériel, et qu'on a passé une convention avec chaque lieu qui bénéficie de ce plan-là, et automatiquement, à la fin de la durée d'immobilisation, on le cède à titre gracieux, moyennant le fait que, du coup, les structures bénéficiaires elles-mêmes s'engagent ni à ne évidemment pas le revendre, pas revendre le matériel derrière, puisqu'il a été financé sur fonds européens. Donc c'est nous qui sommes propriétaires de tout ce bazar. Et on a fait on est parti sur des durées d'amortissement assez courtes on est parti sur 3 ans et on a tout mis sur 3 ans pour qu'au bout de 3 ans, ça puisse vite basculer dans l'actif des structures concernées, quoi. Et si on voulait reproduire un dispositif un peu similaire aujourd'hui dans une autre région, ce serait possible ? Alors le point de départ, en fait, c'est de regarder, donc les crédits européens qui existent sont gérés au niveau régional, donc le FEDER qui est la partie qui finance les investissements. Chaque région adopte son propre programme, sachant qu'il y a des similarités puisqu'il y a des priorités qui sont fixées par l'Union européenne. La rénovation thermique, énergétique ou globalement la performance sur le plan écologique, elle est présente dans quasi tous les programmes de toutes les régions. Donc c'est plutôt un bon point de départ. Ce qu'il faut regarder, c'est comment c'est traduit, puisque du coup c'est des mesures assez spécifiques. Et on se retrouve par exemple dans notre région, si on imaginait faire un volet 2, puisque cette question-là est très vite arrivée sur la table, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une deuxième vague ? La région a fait le choix de critères beaucoup plus restrictifs sur le nouveau programme. Donc c'est des programmes de 7 ans, 2021 jusqu'à 2027. Donc le programme court jusqu'à 2027. Il y a une mesure rénovation thermique et énergétique pour les bâtiments publics, donc il y a tout le point de départ. Par contre, ils ont fixé un certain nombre de conditions sur notre région. Une condition de pouvoir du coup fournir une évaluation chiffrée de la totalité du cycle de vie des matériels sur lesquels de l'investissement est positionné. Donc on a vraiment, pour le coup, besoin maintenant, alors qu'on n'aurait pas eu besoin. Il va y avoir besoin de pouvoir faire du bilan carbone complet pour pouvoir investir. Et il y a une deuxième condition qui a été posée, qui est d'aller vers de la labellisation. Alors chez nous, c'est un label régional, mais j'imagine que si d'autres régions font la même chose, ils vont pousser leur propre label avec des niveaux de performance du coup qui sont mesurés de manière objective. Donc ça, c'est pour notre région. Donc ce qu'il faut regarder, c'est sur chacun des territoires concernés, est-ce que dans le FEDER, il y a une ligne qui touche à la performance énergétique et qui pourrait être mobilisée ? Et puis si oui, quelles sont les conditions ? Après, c'est quelque chose qui est possible. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que je vérifiais là juste avant, le plancher d'intervention sur cette mesure-là, si ça se renouvelait dans notre région, est à 150 000 € minimum. Donc on ne peut pas financer des petits dossiers, c'est quand même pour des choses importantes. Et le plafond d'intervention est à 1 million d'euros, sachant que l'enveloppe totale sur cette mesure-là, ça s'est éteint, elle est à 186 millions d'euros pour les 7 ans. Donc il y a du potentiel.
C'est la vraie question, c'est de voir quelles sont aujourd'hui les conditions, sachant qu'on va aller vers des conditions de plus en plus restrictives avec une mesure de l'impact objective, là où nous, on a été que sur des projections d'économie attendues. Donc il y a eu cette fenêtre de tir sur la période Covid. C'est sans doute pas quelque chose qui va persister. Merci Yvan. On va passer la parole à François Jolivet du CNM. Alors le CNM propose aussi lui plusieurs dispositifs de financement. Est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement et peut-être plus précisément ceux qu'on peut mobiliser pour de l'investissement de projecteurs LED? Bonjour à toutes et à tous. Donc je travaille pour le CNM depuis le mois de février dernier. Je suis responsable du service lieu et disquaire du CNM, donc qui instruit un certain nombre d'aides en direction des salles, à la fois sur de l'activité, mais ça on ne va pas en parler aujourd'hui, et sur de l'investissement. Ça peut être aussi bien de la mise aux normes, mais aussi sur de l'équipement scénique, des assises, et il y a un nouveau programme, mais pareil, je ne vais pas trop vous en parler, sur des transitions, mais des transitions plus d'ordre écologique, de sûreté, etc. Je me permets de... J'avais préparé une petite présentation. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Ok. Je vais aller très vite. Le Centre national de la musique, quand je vous le dis en 2 mots, on existe depuis 2020, donc on est vraiment un tout jeune établissement public. Et le programme que je vais vous présenter, certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, en fait, c'est la continuité d'un programme qui existait déjà au Centre national des variétés, au CNV. L'intérêt aujourd'hui de la fusion et de la création du CNM, c'est que ce programme, son antériorité était vraiment destinée qu'aux lieux de musique actuels, et aux lieux qui faisaient aussi donc des variétés, humour, voilà. Aujourd'hui, comme c'est la maison de toutes les musiques, le CNM, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans le classique, dans la musique contemporaine, notamment dans la salle. Voilà. Ok, sympa. Donc là, on peut passer. Bon, voilà, ça c'est en quelques mots. Hein, on va aller très vite. Le CNM, on gère des aides, mais on fait aussi de la formation, on gère une taxe. On gère un crédit d'impôt. Enfin voilà, c'est une maison assez importante qui se trouve avenue de France. Donc là, on va aller plutôt directement sur les aides puisque le temps est compté. Et je vais vous présenter plus spécifiquement donc, le programme d'aide à l'équipement. Pour vous donner un peu un contexte, en gros, sur un programme, il y a différentes étapes. Il y a l'éligibilité du demandeur. Donc vous devez répondre à certains critères. Par exemple, déjà être affilié. Tout le monde doit s'affilier pour pouvoir prétendre à une aide du CNM. L'affiliation peut prendre 2 mois, hein, donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper dans son calendrier de projet. Et autre critère d'éligibilité, c'est être à jour de ses comptes vis-à-vis du CNM. S'il y a certains d'entre vous qui rentrent dans le champ de la taxe, que vous soyez à jour de vos déclarations, de vos paiements. Si vous avez des aides à rembourser ou remboursables, que vous soyez à jour dans vos remboursements ou dans vos échéanciers, ou en tout cas qu'il y ait une transparence avec les services. Voilà, c'est des choses auxquelles il faut d'abord préalablement en tout cas veiller pour que votre dossier soit examiné. Donc ça, c'est l'éligibilité du demandeur. Et après, on a l'éligibilité de la demande. Donc ça, j'y viendrai un petit peu après. Mais donc, bon, vous voyez là, ce dispositif qu'on appelle aide à l'équipement et à la mise en conformité des lieux, c'est beaucoup plus large que les LED, parce que ça permet d'améliorer donc le parc des salles, de les accompagner dans des adaptations aux contraintes des législations et protocoles établis. Donc on touche aussi à des questions, comme vous avez vu, la sécurité, sûreté, législation sonore, normes sanitaires aussi, ça c'est quand même la nouveauté depuis 2020. Et c'est un dispositif qui s'attache particulièrement aux salles de petite et moyenne jauge. Ça ne veut pas dire que si vous êtes une grande salle, vous ne pourrez pas faire une demande, mais vous ne pourrez pas faire une demande sur l'entièreté des dépenses éligibles au programme. Mais je vais y aller un peu après. Donc le bénéficiaire, c'est soit le propriétaire, soit l'exploitant. Je ne sais pas, nous en fait au CNM, on a vocation à aider tout le monde. Donc aussi bien le privé qui possède les murs et qui exploite son activité, voilà, comme la scène nationale ou la SMAC, dont le propriétaire va être une collectivité qui va être, par le jeu d'une DSP ou d'une mise à disposition, confier l'exploitation de la salle à un tiers. Donc le dossier il peut être porté soit par l'un, soit par l'autre.
Moi, en général, sur les LED, j'apprécie que la demande soit portée par l'exploitant. Parfois, moi, je participe à des petites réunions, des visios, et il n'y a aucun blocage pour que ce soit le propriétaire qui garde, dans le cas d'un contexte, d'une opération donnée, la maîtrise, on va dire, du projet. Mais nous, en tout cas, on est très très attentif à ce qu'on appelle un peu, ce qu'on appelle le maître d'usage soit bien associé, positionné dans les demandes. C'est vraiment très important pour nous et pour la commission. Avant de parler du plafonnement de l'aide, etc. En gros, votre dossier arrive au CNM, ça veut dire que a priori, vous êtes affilié, vous avez un espace membre, vous déposez votre dossier. Nous, on va étudier l'éligibilité, votre éligibilité en tant que structure, et ensuite l'éligibilité de votre demande. Ensuite, on l'instruit, et ensuite le dossier arrive en commission, et la commission émet un avis sur votre dossier. Elle va estimer si vous correspondez aux critères du programme, sur ce quoi je reviendrai après. Une fois que la commission a donné un avis qu'on espère favorable, il y a une rédaction de PV et une validation par le président du CNM. Voilà, pour vous donner un petit peu le parcours d'un dossier. Donc nous, les plafonnements d'aide, c'est à 200 000 €. Comme je disais, on a des dossiers sur les passages au LED, on n'est jamais à ce montant-là, mais on peut arriver s'il y a un SSI, plus des LED, plus une rampe, plus des travaux de traitement acoustique, des choses comme ça. On est à 30% des postes éligibles. Donc là, je reviens à ce que disait mon collègue juste avant. Justement, nous, on doit appliquer maintenant, il y a eu une période pendant le Covid où on ne l'était pas, mais on doit appliquer maintenant le RGEC, le Règlement général des exceptions par catégorie. C'est un document passionnant que je vous invite toutes et tous à lire, un règlement européen qu'on adore. En gros, pour vous faire simple, normalement, en Union européenne, on ne doit pas, pour la libre concurrence, subventionner. Et ce document répertorie toutes les exceptions par catégorie. Et donc, le champ culturel fait partie de ces exceptions, ce qui nous permet de vous aider, mais qui ne nous permet pas, et ça a été un gros sujet au CNM, de vous aider à plus de 80% d'argent public. Alors, quid des collectivités? Alors là, on se met un peu à transpirer, à questionner Bercy, le ministère. En gros, nous, on ne peut pas arriver à 80% de financement public d'État. Donc si certains d'entre vous sont dans une scène nationale, c'est pour ça, mais si vous êtes dans des logiques de PPI, de plan pluriannuel d'investissement, avec des financements croisés avec des collectivités territoriales et l'État, notamment une DRAC, il faut faire gaffe. Parce que si DRAC plus CNM, on arrive à 80%, nous, bloum, on peut baisser. Donc en général, nous on essaye d'être dans le dialogue avec les demandeurs, éventuellement aussi les DRAC, pour éviter toute mauvaise surprise. Voilà, bon, c'est ces petits trucs un peu fastidieux, pour pas dire un autre mot plus court mais plus impactant, auquel il faut faire attention. Ce taux d'intervention donc est de 30%, donc nous on est bien en deçà. Il peut être monté à 50% si la demande est à moins de 50 000 € pour les toutes petites demandes ou les petits lieux qui ont des petits projets. On peut aller sur un taux d'intervention un peu plus haut. Nouveauté qui va peut-être, à mon avis, arriver, mais qui était déjà mise en place, mais la règle n'existait pas clairement, n'était pas écrite, c'est une demande par an. On ne peut pas faire 4 dossiers pour une même structure. On essaye de répartir. Voilà. C'est un programme qui a 5 millions d'euros en 2023. Les besoins sont énormes, comme chacun le sait. Donc voilà, il y a une sorte d'intelligence aussi à avoir chez nous, comme chez vous, dans vos structures, sur le phasage de vos projets. C'est un programme qu'on peut demander potentiellement donc tous les ans. Pas plus d'une fois par an, mais tous les ans. C'est-à-dire qu'on peut discuter de plans pluriannuels, comme mon collègue de l'autre canal l'a évoqué. Ça, pour nous aussi, c'est hyper important parce qu'on suit un petit peu l'activité des collectivités locales qui s'engagent sur 3 ans. Et puis la deuxième année, ils sont où? Bon, voilà, pour nous, c'est des choses aussi sur lesquelles on essaye d'avoir un regard, une attention. Alors, on gère, je montrerai peut-être quelques chiffres, mais on gère pas mal de dossiers par an. Donc, bon, des fois, c'est vrai que c'est les demandeurs qui nous rappellent un petit peu le contexte. On peut passer à la suivante. Ouais. Voilà, donc là, c'est les dépenses éligibles.
Donc là, on regarde votre dossier et on voit si c'est cohérent avec les cadres de financement du programme. Donc vous voyez, on va aller vite, mais travaux d'aménagement, de rénovation, d'amélioration fonctionnelle de l'accueil des spectacles, public, gradins assises, circulation, traitement d'air. Voilà, ça c'est pas trop notre sujet. Accessibilité universelle, voilà, on travaille un petit peu là-dessus. Amélioration de la sûreté des bâtiments. Ça, c'est consécutif au plan Vigipirate, etc. On est malheureusement dans cette actualité aussi en ce moment. L'insonorisation, le traitement acoustique des salles, l'acquisition du matériel permettant le respect de la législation sonore. Et tout en bas, derrière mes collègues, il y a écrit le passage aux sources LED pour les éclairages scéniques. Voilà. Donc rassurez-vous, je ne me suis pas trompé de programme. Voilà. Et là on va rentrer dans la petite subtilité des choses. Il y a des spécificités donc, pour des salles de moins de 2000 places et les zéniths. Donc en gros, on peut aller un peu plus loin pour ce type d'équipement. Alors les zéniths, c'est tout simplement parce que c'est aussi un label d'État, on l'oublie souvent, mais il y a un lien fort entre ces équipements, ces 18 équipements répartis sur le territoire, et le ministère de la Culture. Donc on peut aller un peu plus loin sur des investissements liés aux nouvelles technologies de la diffusion sonore et aux créations de lumière, investissements liés aux images numériques et à la captation, investissements liés aux nouvelles technologies de la diffusion sonore, amélioration, expérience spectateur. Transition éco, donc investissement responsable favorisant la réparation et le réemploi des équipements immobiliers. Bon, je ne vais pas me faire des copains au JTSE, mais nous, le réemploi, c'est une vraie question, et notamment sur le passage, la transition vers des nouvelles lumières, etc., et la projection sur plein d'années. Nous, on n'est pas foncièrement contre l'halogène non plus. On sait qu'il va finir, malheureusement, heureusement, en tout cas, il va finir par disparaître. Et la question au moment de l'investissement, de la durée de vie et du futur réemploi, ou en tout cas de ce qu'on fait du matériel qu'on ne va plus utiliser, c'est des choses qui nous touchent et qui touchent beaucoup notre commission. Amélioration de la performance thermique et investissement des énergies permettant des économies d'énergie et toute démarche en faveur du développement durable. Petite parenthèse, on nous demande souvent des lave-vaisselle en nous disant c'est pour faire des économies d'énergie et du développement durable. On ne fait pas l'électroménager encore. On aimerait, mais... voilà, ça c'est important parce que grosso modo, les LED, c'était pour les salles de moins de 2000 places. Sur les gros équipements, des fois, ça passe pas forcément. C'est plutôt pour les petites salles et les zéniths. Voilà. Donc après, vous pouvez avoir peut-être un dispositif de lieu avec... on réfléchit au RGA, on voudrait parler de plus en plus de lieux de représentation, parce que dans un lieu où il y a une salle de 4000 et puis une salle de 2000 ou de 1500, la salle de 1500, à notre sens, elle aurait toute sa place ici. Voilà, on peut enchaîner. Et donc là, voilà, c'est là qu'on arrive dans la slide qui est, à mon sens, les 2 dernières slides, ou non, c'est la slide, pardon, la plus importante, c'est les critères d'appréciation. C'est en fait, donc, une fois que votre dossier a passé toutes ces étapes d'éligibilité, on arrive dans l'appréciation. Donc, nous, il y a une sorte de petit filtre qu'on fait déjà au niveau des services. C'est en effet, quand on nous demande un nouveau lave-vaisselle, on retire du calcul, on échange, on dit t'es sûr que c'était bien un lave-vaisselle, des choses comme ça. Mais si la demande est bien ficelée, qu'il y a bien tous les devis, que les devis ne sont pas des devis qui datent d'il y a 2-3 ans, voilà, on en arrive là-dessus. Et donc là, c'est là-dessus que va prendre appui la décision de la commission. Vous êtes moins de 2000 places, vous ne voulez pas faire un passage au LED, vous avez un devis, un budget clair, l'appréciation, elle va très vite. Hein. Une décision, elle peut prendre parfois presque, j'allais dire secondes, mais pas plus de 2 minutes. Donc voilà, il y a la lisibilité du budget budgétaire de votre projet, le volume d'activité dans le champ du CNM. Donc voilà, ça c'est très important. Aujourd'hui, le CNM couvre un champ qui est toutes les musiques et les variétés et l'humour. Et ça, nous, on a vocation prioritairement à aider des structures dans ce cas-là. Je me tourne vers les scènes nationales. C'est quelque chose qui est souvent débattu dans la commission. C'est pas que des scènes nationales, mais des fois, on a aussi des théâtres de ville. Ils font 80% de théâtre et ils font 3 dates par an sur la musique.
Sur de la LED, ça passe difficilement. Si c'est du son, qui a besoin vraiment d'une spécificité sur du son, on se dit bon bah ça va aider les 3 dates musique, mais sur les LED, on se dit voilà. Donc, mais ça c'est encore une fois à l'appréciation. Et on essaye en général, nous, d'évaluer s'il y a un projet musical singulier. Alors là, quand j'ai dit ça, j'ai tout et rien dit. Mais en gros, si on s'aperçoit, je vais reprendre encore le cas d'une scène nationale qui va développer un festival sur les musiques anciennes liées à quelque chose de très précis, une vraie niche, et qu'il y a 4 festivals en France, on va se dire, bon, il y a un vrai engagement, il faut y aller. Voilà, c'est là qu'il va y avoir une appréciation, des débats, en fait, tout simplement, dans la structure, sur lesquels moi, je ne peux absolument pas vous donner de présager, en tout cas, ni moi, ni mes collègues. Mais ça, c'est un élément important. Après, il y a l'identification financière et fonctionnelle du lieu, la part de ressources propres, la mobilisation de partenaires financiers, les regards et la sincérité de la demande. La part de ressources propres et mobilisation de partenaires financiers, on revient un petit peu à ce que je vous disais sur les RGEC. Et puis... des fois, on va avoir une attention un petit peu plus importante pour une salle qui va être fragile sur le plan économique, qui ne va pas avoir énormément de mécènes, pas forcément beaucoup de partenaires publics pour l'accompagner dans son projet d'investissement. Voilà. Mais encore une fois, c'est des questions d'appréciation. Il n'y a pas de règle à parcelle, bien sûr, qui est fixée par la loi. Et puis, bien sûr, il y a les piliers sociaux et sociétaux. Ces critères, donc c'est les CCN, la salle doit être accessible aux entrepreneurs du spectacle. Souvent, on est attentif aussi. Alors, ça dépend bien sûr des équipements, mais que la salle, elle travaille bien sur le territoire, elle rayonne, elle puisse bosser. On fait une exception des cabarets. C'est une configuration quand même très, très, très différente en matière d'activité par rapport aux équipements. Donc voilà, je reviens aux 70 spectacles relevant du champ du CNM. On a, oui, je ne l'ai pas dit, mais justement sur ce critère d'activité, c'est pour ça qu'on vous demande de remplir des tableaux de programmation. Hein. On est bien sur des activités de diffusion, d'ailleurs, très important. Hein. Mais on a aussi un regard sur la ruralité. Quand on entend par ruralité, on entend aussi lieux qui sont implantés dans des endroits où il y a peu d'équipements culturels de diffusion. C'est-à-dire que sur des villes... moyenne, on va dire de 10-15 000 habitants, mais dans des endroits qui sont, on va dire, entourés de peu de tissus urbains. Je sais pas, je vais citer Tulle, je vais citer Montbrison, on peut considérer aussi la ruralité. Voilà, encore une fois, on est dans l'appréciation. Et donc là, c'est 15 spectacles dans le champ du CNM, parce qu'on est conscient que de tels équipements ont un devoir aussi de pouvoir travailler... d'autres esthétiques, d'autres langages artistiques. C'est pas, enfin, c'est un choix, hein, mais c'est, en tout cas, nous, on le comprend plus simplement. Donc, contexte territorial, voilà, place des femmes, cadre de bonnes pratiques professionnelles, action à l'année, inscription dans les territoires ruraux et action. Et enfin, le dernier, et il est de plus en plus important, ce critère d'appréciation, ces dispositions prises en termes de gestion de l'impact environnemental. Voilà. En gros, là-dedans aussi, ce qui est apprécié, c'est que nous, on regarde toujours l'antériorité des dossiers. Un théâtre, une salle qui va nous demander chaque année un dossier pour renouveler une quinzaine de machines, voilà. On va l'appeler, on va lui dire, écoute, il faut que tu m'expliques un petit peu là, pourquoi ce volume, pourquoi cette récurrence, il peut y avoir un PPI, etc. Mais si on entend... c'est parce qu'en fait on veut aller plus loin. Enfin, si on n'a pas un truc vraiment clair et tout, parfois je sais que ça peut faire aussi un peu hésiter la commission. Il peut y avoir des fois des décisions de dire est-ce qu'ils ont vraiment mesuré le besoin, voilà. C'est des choses aussi comme ça qui peuvent être qui peuvent faire débat. Je crois que c'est une dernière. Ouais, il y en a peut-être une dernière. Non, c'est bon, j'ai fini. Voilà, donc là vous voyez le choix des couleurs qui a vraiment pas été très 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 judicieux. Bon, c'est juste un URL, monespace.cnm.fr. En gros, vous faites votre demande d'affiliation, vous recevez des codes qui vous permettent d'accéder directement à un espace en ligne qui vous permet de commencer déjà à travailler votre demande de subvention. N'attendez pas d'être affilié pour déposer le dossier. Les dates 2024 de commission sont en cours de validation. Elles seront mises sur notre site internet courant du mois de décembre.
Merci François. Rien, j'essaie de faire court. Ouais, c'est parfait. On va finir. On a commencé avec la scène nationale de La Roche-sur-Yon. On va finir avec la scène nationale de La Roche-sur-Yon assez rapidement. Juste, je me tourne vers la direction technique. Est-ce que vous aviez connaissance de ces dispositifs Non, pas du tout. Alors en même temps, on a profité aussi du plan de relance, nous, après Covid. Et pareil, à hauteur de 50%, du coup, il a fallu qu'on trouve une autre collectivité. Alors nous, on a démarré, même au départ, on voulait le faire sur nos fonds propres et du coup, vraiment l'étaler dans le temps. Par contre, c'était enclenché quand je suis arrivée. Et donc, on a réussi à trouver le plan de relance à 50%. Et là, on a même trouvé aussi la région qui nous a aidés. Voilà. Et on est quasi full LED, mais c'est compliqué de le dire aussi, parce qu'effectivement, on a aussi tous nos anciens projecteurs. On est en train de réfléchir à ce qu'on en fait, à le redonner à des assos, voilà. On est en train de voir aussi pour du rétrofit, enfin voilà. Donc c'est pas encore fini. Et sur le volet financement, du coup, c'était un dispositif vraiment lié au Covid qui a été mixé avec un plan pluriannuel d'investissement. Exactement. Mais ça ne serait pas reproductible en l'état aujourd'hui. Non. Et puis alors, nous, le seul avantage du pluriannuel, c'est que ça nous a permis de prendre le temps vraiment, parce qu'entre le début du dossier, on a complètement changé de marque, de projecteur. Et puis ça a été du coup une étude sur du long terme. Et du coup, on a pu les utiliser aussi au fur et à mesure. Le seul inconvénient par rapport à une salle full LED, c'est que on a eu des contraintes de vraiment s'adapter au tungstène à côté, mais on a pris vraiment le temps. De faire vivre les deux ensemble. Merci Manon, merci à toutes et à tous. On va passer au temps d'échange, il nous reste 15 minutes, on peut peut-être déborder un petit peu. Je me lève, je suis prêt à passer le micro à la première personne courageuse. Ah ben voilà. Bonjour. On parlait du rétrofit et je voulais savoir si certains d'entre vous avaient un peu de recul par rapport à cette pratique. Voilà. Ou pas. Nous, en fait, c'était pas. Quand on a fait les démonstrations, les SULI commençaient juste, en fait, et du coup, on n'est pas allé plus loin, parce qu'il a fallu qu'on fasse des choix. Mais on est en train de regarder quand même. Alors, il y a une partie des projecteurs qu'on va peut-être réadapter carrément pour faire de l'éclairage de lieux, mais d'ambiance. Et on n'est pas sûr de les réutiliser en mode spectacle, en fait. Mais voilà, on n'est pas allé plus loin et on est en réflexion là-dessus. Parce que, je parlais plus spécifiquement, par exemple, de solutions qui sont proposées comme chez Robert Julia, où on a les modèles SULI, tout ça. Ouais. Mais nous, il était juste... on n'a pas pu bien le voir à l'époque et il fallait qu'on fasse notre choix. On a eu une démo, mais... On a pu comparer la trappe SULI additive la dernière fois qu'on s'est vu avec justement d'autres projecteurs et elle était largement fonctionnelle par rapport à ce qui existait sur les nouveaux projecteurs. Par contre, pour avoir ça, il faut du Robert Julia, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais donc oui, on l'avait comparé sur l'essai qu'on avait fait chez nous et niveau critères techniques, elle répondait à beaucoup d'exigences. Juste une petite recommandation de fabricant, parce que tu posais la question. Et j'ai souvent ce retour des commerciaux, nous, sur le terrain, lors des essais comparatifs. Et tout comme Vincent, nous, on vous invite vraiment, effectivement, à comparer avec vos yeux. Les fiches techniques sont effectivement un superbe outil. Elles sont effectivement beaucoup plus grandes qu'avant et beaucoup plus documentées. Mais rien ne vaut vos yeux. Demandez-nous des tests, pas sur un mur blanc. On ne juge pas sur un mur blanc. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à être embêtant avec nous. Nous, on a souvent vu ça, où on est tous là à éclairer un mur blanc, la lumière, pour savoir si ça va bien par rapport notamment à l'halogène. Il faut voir sur les carnations de peau, il faut voir sur les tissus, il faut voir. Vous n'allez pas éclairer des murs blancs tous les jours, vous allez éclairer des gens et des matières. Et vraiment, la différence est colossale pour juger la qualité d'un projecteur. Donc du coup, voilà, n'hésitez surtout pas à embêter les fabricants et à dire... Et sinon, ça donne quoi sur quelqu'un et tout ça? Merci. Donc, petite précision, Jonathan représente un fabricant, parce que je crois qu'il ne l'a pas dit, dont le nom est marqué derrière son dos. Question.
Qui a levé la main? Je ne sais plus. Ah, pardon. Oui, je voulais savoir si, quelle est la fiabilité et la durabilité des projecteurs LED dans les CTS, c'est-à-dire par exemple chapiteaux, à implantation prolongée, où on laisse le matériel installé et où les différences de température sont énormes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la LED sans être en panne régulièrement? Humidité, poussière moins, mais différence de température. Alors sur les projecteurs à LED, c'est une très bonne remarque. Les projecteurs à LED sont très sensibles à la température. En fait, c'est pas tant le projecteur en lui-même, c'est le composant LED en lui-même. Ce qu'il faut savoir sur une LED, c'est que c'est un composant qui prend de l'électricité et qui le convertit en lumière et en chaleur. Et c'est un composant aussi qui, en fonction de sa température, va émettre plus ou moins de lumière. Donc en fait, sur la même énergie électrique qu'on va mettre à l'intérieur, si la température est élevée, le projecteur va émettre moins de lumière. Donc effectivement, dans ce genre de cas où il y a beaucoup de variations de température du lieu, sur la partie exploitation en tout cas, la majorité des fabricants compensent ça et mesurent la température des LED en temps réel pour essayer d'adapter l'énergie qu'on y apporte pour maintenir une intensité lumineuse constante. Un point important par contre, c'est sur le stockage et sur l'alternance entre les périodes d'utilisation et les périodes de non-utilisation entre les spectacles. C'est là où il y a les grandes variations de température. Où là, il est important de faire un choix de projecteur qui puisse résister à ça. Donc généralement, les fabricants communiquent sur les températures minimales et maximales en exploitation et en stockage. Nous, c'est le cas chez nous. Les températures de stockage sont différentes des températures d'exploitation du projecteur. Donc c'est des données qu'il faut prendre en compte. Et puis surtout, après, pour toute la partie humidité, surtout sur chapiteaux, par exemple, il y a des grandes fluctuations d'humidité dans la salle. Beaucoup de projecteurs maintenant, beaucoup de fabricants développent des projecteurs IP65, donc des projecteurs étanches, qui donc résistent à l'humidité, à l'eau, autant sur une partie scénique que sur une partie plus théâtre. Je prends un exemple chez nous, parce que c'est les projecteurs que je maîtrise le plus. On a développé notre T11 en version étanche, en version IP65, pour ce genre de cas, notamment pour protéger le projecteur au maximum des variations d'humidité du lieu. Ouais. Donc c'est ce qui est important à regarder, c'est les températures de fonctionnement et de stockage, et puis l'indice de protection à l'environnement, donc que ce soit poussière et humidité, donc IP65 notamment là-dessus. Bonjour, alors moi j'avais deux questions. Une pour les salles, certaines dans lesquelles je suis déjà passé, surtout en théâtre. Quelle solution vous donnez pour les parts? Parce que moi j'ai l'impression que c'est un peu la source qui cristallise la problématique de la transition LED. Et en fait j'ai l'impression qu'aucun fabricant ne s'est positionné sur une lentille vert asymétrique sur un par LED. Et, parce qu'en fait ce qu'on appelle un par LED est tout sauf un par. Et donc ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est sur l'investissement. Vous n'avez pas parlé de l'environnement locatif, mais je trouve que c'est important. Moi, je travaille dans des salles où les commerciaux ont certainement très bien fait leur travail, mais sur un kit restreint de 8 machines, quand la tournée arrive et on demande 12, aucun prestataire aux alentours n'est capable de fournir un complément. Du coup, ça fait du multi-machine. Et je pense pour les directeurs techniques, je pense que c'est important de regarder ça, parce que le commercial peut être très bon s'il n'a pas fait le lien avec un loueur, c'est compliqué. Et en lien avec cette question, c'est est-ce que les fabricants et les prestataires, je ne sais pas s'il y en a, sont un peu sensibilisés au cas particulier du théâtre? Parce qu'en fait, à part pour le citer, Texen en France, qui est un grand prestataire identifié théâtre, trouver une découpe LED en location ailleurs qu'en Occitanie, c'est hyper compliqué. Et est-ce que les prestataires, je sais que le Zénith, la SMAC, le festival représente un beaucoup plus gros volume de location et du coup l'investissement va vers là, mais quand un théâtre doit louer 2 découpes LED et qu'on leur propose, moi j'ai eu le cas là dans un spectacle que j'ai accueilli, demander des ACL par exemple, et on leur a proposé des Sharpies en remplacement. Un Sharpie c'est pas une ACL quoi, ça fait un bâton mais c'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors, il y avait plusieurs questions, en effet, pas que 2, je crois. Mais les parts, la question des parts. La question de l'investissement locatif, ça, c'est vrai que c'est une très bonne question. Alors, tout à l'heure, alors c'est pas tout à fait un parc de matériel, mais tout à l'heure,
Benoît a dit que vous aviez acheté un type de projecteur dont vous saviez qu'il était aussi disponible chez le voisin. C'est les critères, oui. C'est les critères qu'on met dans les marchés. Et on est attentif, nous, à ce que les prestataires proches aient aussi des volontés d'investissement. Le prestataire qui nous vend le matériel, c'est pas engagé par écrit, mais souhaite aussi s'équiper de quelques projecteurs dont nous on se sert, dont le balai se sert, typiquement pour pouvoir répondre aux demandes dans j'en ai besoin de plus, qu'est-ce que je fais? Alors nous on a de la chance d'avoir une mutualisation de matériel dans nos salles parce qu'on se connaît relativement proche sur notre secteur de Nancy, mais effectivement c'est du matériel, on essaie aussi de choisir du matériel qui va être acheté par les prestataires en location. Donc pas partir sur des choses qui n'existent que dans un théâtre. Et il faut certainement encourager les prestataires, en effet, au moment où on passe une commande, enfin ça moi, c'est le discours que je tiens aussi, à l'inciter à en acheter plus pour en mettre dans son parc de location. Peut-être une Prestataire et parc matériel, parce qu'il y a pas mal de parcs matériels qui se développent. Oui. Et on travaille également avec le parc matériel pour savoir votre investissement, notre investissement, est-ce qu'il y a de la cohérence? Peut-être une réponse sur le par, Vincent? Oui, bien sûr. Pour répondre sur le par, alors de mon point de vue en tant que fabricant, très bonne question, très bonne remarque. Aujourd'hui, un par LED, c'est pas un par 64 halogène, c'est des projecteurs qui sont complètement différents, qui ont des applications bien différentes et des rendus bien différents. La problématique du par 64 pour un fabricant, c'est que c'est des projecteurs qui sont vus comme étant peu chers, qu'on peut mettre en grande quantité. Et basculer sur un projecteur comme ça à LED, ça implique avoir une banane, donc une optique asymétrique. Il faut passer sur de la LED qu'il faut alimenter par une électronique qu'il faut alimenter par une alimentation à découpage, etc., etc. Et ça va devenir des projecteurs qui vont devenir un peu plus onéreux. On parlait aussi de technologie additive en termes de couleurs, donc un par 64, ce serait bien que ce soit en additif pour pouvoir faire du rougeoiement dès qu'on éteint le faisceau, etc. Donc ça devient des projecteurs qui sont complexes, et qui viennent être chers et qui remplaceront donc pas forcément nécessairement des par 64. Donc c'est là la complexité pour nous en tant que fabricants d'essayer de savoir où est-ce qu'on s'arrête. Est-ce qu'on fabrique un projecteur pas très cher et on peut faire du remplacement presque 1 pour 1, mais du coup on va pas répondre forcément aux attentes des utilisateurs derrière, ou est-ce qu'on va faire un projecteur qui est hyper complexe et qui derrière sera trop cher et on va pas du tout en vendre puisque ça correspondra pas du tout à la demande d'un point de vue financier derrière. Donc c'est, je pense, pour la plupart des fabricants aujourd'hui en réflexion chez un peu tout le monde, et je pense que c'est assez difficile de mettre, de définir où on met le curseur pour le développement de ces projecteurs-là. Et je pense que c'est une des raisons de pourquoi aujourd'hui le par 64 est encore un des rares projecteurs pas encore remplacés par de la LED. Mais je pense qu'il y a des réflexions un petit peu chez tout le monde, et tout le monde est en train d'essayer de viser un peu où on met le curseur. Certains s'en approchent peut-être. Qui est présent aussi sur la découpe, mais d'un point de vue optique, il n'y a pas vraiment de proposition. En fait. Ça devient complexe en fait parce que sur le par 64, le départ de la source est complètement différent d'une source LED, puisque c'est une source toute petite avec une grosse optique derrière qui va pouvoir créer cette banane-là. Projecteur à LED, si on a une source toute petite, on manque de puissance, et pour avoir la puissance du par 64, il faut une source assez large. Les pavés de LED de découpe, par exemple, pour citer la nôtre, celle de la T11, qui est une source de 350 watts, on est sur un pavé de LED qui fait peut-être 3-4 cm de diamètre. Donc on aura du mal à faire vraiment cette banane bien précise. Mais il y a des méthodes d'optique après derrière, d'optimisation, qui pareil sont un petit peu onéreuses, mais on peut y arriver. Il y a des idées, mais je pense que c'est la source... la technologie LED est là pour, je pense qu'on peut y arriver. Maintenant, après, c'est un développement optique, et c'est un début de développement qui est en cours en ce moment, je pense, chez beaucoup de gens. Donc, ça va arriver, je pense. Ouais.
Ouais, puis la puissance aussi, le par 64, c'est faut du punch. C'est trop tard, non? Ouais. On a, je pense, le temps pour une dernière question. Oula, 2 dernières questions. J'ai vu une deuxième main se lever, je sais plus où. Oui. Alors, Olivier Flambard, je suis à la direction technique de 2 établissements et d'un 3e, c'est un nouveau lieu. Donc une question très simple. Les dispositifs de financement dont vous avez parlé, est-ce qu'ils seraient applicables sur l'équipement pour un nouveau lieu? Et puis j'ai une deuxième question qui est principalement sur le dispositif Occitanie. Est-ce que ça a amené à de la mutualisation entre différents lieux de spectacle sur du matériel? Alors, je vais commencer du coup. Forcément, il y a une forme de mutualisation, d'autant qu'il y a même 2 parcs départementaux de matériel qui ont bénéficié du dispositif. Et comme on était, ça je ne l'ai pas dit, mais on est parti sur un marché à bon de commande, donc où, du coup, même si la liste était assez large, on a référencé un certain nombre de matériels. Les structures bénéficiaires avaient le choix à l'intérieur d'un panel restreint de matériel, ce qui va dans le sens de garantir le fait que on trouve des matériels un peu cohérents sur le même bassin. Et puis on avait intégré, ça c'est des choses qui se font mais qui peuvent se faire aussi, je pense, en fonction de l'échelle de l'investissement qui est en face. Il y avait effectivement d'intégrer dans les critères du marché de la disponibilité de références identiques en location auprès des prestataires qui ont choisi de déposer, dont un a été nommé ici. Et la mutualisation et j'ai plus le reste de la question. Ah oui. Et sur le financement, là moi je peux répondre sur notre territoire. Ce qui est possible aujourd'hui, c'est de financer de la réhabilitation de bâtiments, voire de la transformation. Du financement sur de la construction from scratch, ça passera pas sur notre programme, sur le programme tel qu'il est conçu en Occitanie. Non, pas forcément que sur l'équipement scénique, du coup. Oui. Ouais, et donc au Centre national de la musique, on a aussi un programme d'aide à la création de lieux qui peut être aussi sur un équipement qui sort de terre, mais aussi une transformation, un changement de destination de lieu, une réhabilitation. Et donc nous, justement, sur ce programme, on ne s'attache en gros qu'aux équipements scéniques, aux assises, aux honoraires et aux traitements acoustiques. L'esprit du programme, c'est de se dire, nous, on n'a pas vocation à financer un nouveau lieu et de se substituer peut-être soit à des collectivités, soit à un projet, on va dire, de promoteur. Mais en tout cas, d'apporter le petit supplément d'âme qui fera que les musiciens et le public seront bien accueillis. Donc oui. 30%, plafond 200 000, tout pareil que tout à l'heure. Voilà. On avait une dernière question ici. Ça va peut-être aller vite, c'est peut-être un peu une colle, mais c'est au niveau de l'Europe, donc a été décidé l'arrêt de la fabrication des lampes halogènes pour Monsieur Tout le Monde, mais donc il y a eu une exception pour le spectacle, etc. Est-ce que, je ne sais pas si quelqu'un sait, si on connaît une date future de l'arrêt de ces fabrications? Est-ce qu'on a voilà, je ne sais pas si quelqu'un a un peu cette information. Moi, je peux juste dire avec certitude que la lampe de part, par exemple, aujourd'hui, on ne la trouve plus en neuf. Nicolas, tu as beaucoup d'infos là-dessus, non? Non, moi non. Vincent, peut-être? Pas tant que ça non plus. Non, en fait, personne ne sait vraiment. C'est ça il y a une dérogation qui court de ce que je pense savoir fin d'année prochaine, donc dans un an, qui devrait être à nouveau en discussion cours d'année prochaine. Et on devrait savoir, a priori, dans un an, si il y a prolongation ou pas. Si elle est prolongée, c'était 4 ans, je crois, la première, ou 5, je ne sais plus. Ce serait de 4 ans peut-être. Mais là, à l'heure actuelle, personne ne le sait. Ce que, par contre, tout le monde peut constater, c'est que les lampes halogènes sont de plus en plus difficiles à trouver, voire certaines de plus en plus chères. Et que le parc, clairement, il n'y a que des lampes chinoises, sinon il n'y en a plus. Voilà.
Mais personne ne sait précisément quand on va s'arrêter. Alors déjà, est-ce que la dérogation sera prolongée? Ça, on ne le sait pas. Et quand s'arrêteront vraiment les fabrications de lampes, personne ne le sait non plus. En fait, il faut, si on a des projecteurs halogènes et qu'on doit recycler, il faut surtout garder les lampes quelque part pour que dans 10 ans, on puisse se faire un fric monstre en les revendant. Merci à tous et à toutes. On va être obligé de laisser la place pour la table ronde suivante. Merci d'être venus et bonne fin de JTSE.